Ok, bonjour à tous. Du coup, dans cette présentation, je vais prendre le temps un peu de me présenter, de présenter mon parcours et mes différents travaux de recherche, donc en particulier sur ma thèse. Donc, pour revenir sur mon parcours, avant de faire une thèse, j'ai fait une prépa maths et une école d'ingénieur en informatique. Et pour ma dernière année d'école, je suis allée à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, faire une maîtrise en informatique. Donc, j'ai fait beaucoup d'analyse de données et c'est là-bas que j'ai commencé la bioinformatique et à m'intéresser au web sémantique. Et ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études en recherche sur l'intégration de données et analyse formelle du réseau d'interaction en transime d'ubiquitination, qu'en utilisant des outils d'apprentissage automatique et des technologies du web sémantique. Et une des productions de ce stage avec un doctorant, ça a été de traiter la détection et l'élimination de redondances dans des bases de données d'interaction protéine-protéine, afin de construire un interactome reproductible et plus fiable. Et ça, on l'a fait à l'aide pareil, des technologies du web sémantique. À la suite de ce stage, j'ai été recrutée sur le projet EOSCLIFE en tant qu'ingénieure pour développer des workflows d'analyse reproductible en métagénomique. Et ensuite, j'ai fait ma thèse en bioinfo, donc je vais vous en parler ensuite. Et l'année dernière, j'étais en postdoc à l'IRCM, donc l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, où j'ai fait de l'analyse de données transcriptomiques en single cell et aussi un peu de réseau de neurones sur des graphes. Donc le titre de ma thèse, c'était Intégration et analyse de données biologiques hétérogènes par exploitation de graphes multicouches pour mieux comprendre les variations des sciences alimentaires chez le porc en croissance. Donc c'était une collaboration entre l'INRAE et l'IRISA de Rennes. Donc j'ai été co-encadrée par Florence Gondré, qui est directrice de recherche à l'INRAE, et par Emmanuel Baker, qui est professeur à l'Université de Rennes et chercheuse à l'IRISA. Donc la problématique générale de ma thèse, c'était de développer une méthode pour mieux comprendre un phénomène biologique à travers l'analyse de données hétérogènes, donc c'est-à-dire en liant des données de différentes natures qui caractérisent des molécules biologiques différentes, donc que ce soit des gènes, des protéines ou autres, en utilisant des technologies informatiques, donc comme le web sémantique ou encore des graphes multicouches. Et l'exemple de phénotype complexe auquel on va s'intéresser et appliquer cette méthode, c'est l'efficience alimentaire chez le porc. Donc je vais commencer par vous présenter chacun de ces points en commençant par l'efficience alimentaire. Euh, donc l'efficience alimentaire, c'est défini comme la capacité des animaux à convertir efficacement des nutriments de l'alimentation en croissance, tout en maintenant leur fonction physiologique et leur bonne santé. Et tout ça en minimisant le gaspillage et en optimisant l'utilisation des ressources. Et donc pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce que l'alimentation, ça représente la plus grosse part du coût de production dans la production porcine. Voilà, la production, la filière est confrontée à différentes problématiques, et que ce soit économiques liées aux ressources ou aussi aux préoccupations environnementales. Euh, donc voilà, donc ainsi, si on améliore l'efficacité alimentaire, en fait, c'est une solution prometteuse pour faire face à ces défis. Donc c'est pourquoi l'efficacité alimentaire est une priorité de recherche cruciale pour soutenir une production durable de viande. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'un phénotype complexe. Désolée, je baisse le store. Un phénotype complexe qui fait intervenir des multiples voies métaboliques dans et par de nombreux tissus. Donc c'est pourquoi, avant de pouvoir l'améliorer, on cherche à mieux comprendre ce phénotype. Donc pour ça, on peut tirer profit de différentes choses. Donc les nombreuses données produites par les technologies d'acquisition de données biologiques et l'utilisation des analyses de sang comme une approche relativement peu invasive qui résume assez bien l'activité qui se passe dans les différents organes. Donc pour cela, on se place dans la branche de la biologie expérimentale. Donc c'est-à-dire que des biologistes réalisent des expérimentations sur des cellules en culture ou des tissus ou des individus, humains ou animaux, dans différentes conditions contrôlées, dans le but de comprendre les mécanismes biologiques de développement, de régulation ou d'adaptation des organismes à leur environnement. Et la compréhension de ces différents mécanismes, elle se situe
dans l'identification des interrelations entre les différentes entités biologiques. Donc ces entités biologiques, elles vont des gènes constitués d'ADN, qui est l'information stockée dans les chromosomes, aux transcrits, qui sont l'expression de certains de ces gènes en fonction de l'environnement et de la localisation cellulaire, à leur transformation en protéines et en métabolites, qui sont les molécules fonctionnelles. Et pour chacune de ces entités, donc l'ADN, l'ARN, les protéines et les métabolites, euh, il existe des méthodes qui permettent de les identifier, de les mesurer, les quantifier, etc. Donc, par exemple, pour le transcriptome, on étudie l'expression des gènes à l'échelle de l'ARN, donc de l'ARN messager, donc qui résulte de la transcription de l'ADN. Donc, il existe plusieurs méthodes pour fournir l'abondance des transcrits, ce qui va refléter le niveau d'expression des gènes. Donc, on aura des données quantitatives. Et les analyses couramment faites pour ça, sur ça, c'est comparer l'expression génique entre des groupes d'échantillons, faire de l'enrichissement fonctionnel. Donc, c'est identifier des fonctions biologiques associées aux gènes qui sont surexprimés dans un échantillon. Oui, ou identifier des sous-réseaux de gènes pertinents liés à des processus biologiques d'intérêt. Donc, un deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est la métabolomique, qui s'intéresse à la détection, l'identification et à la quantification des métabolites, donc des petites molécules, dans des échantillons biologiques. Donc, ces métabolites sont issus des processus cellulaires, qui incluent du coup des composés tels que les acides aminés ou par exemple le glucose. Et encore une fois, il existe plusieurs techniques pour déterminer quels métabolites sont présents et en quelle quantité dans un échantillon à un instant T. Et du coup, ces différentes techniques vont nous donner différents types de données. On peut avoir des données quantitatives ou booléennes si on s'intéresse seulement à la présence, ou des spectres, etc. Et ensuite, les profils métabolites obtenus, euh, ils peuvent aider à différencier des groupes d'individus, à identifier des biomarqueurs liés à des maladies ou encore à évaluer les changements métaboliques après un traitement, par exemple. Donc ici, on vient de voir deux exemples d'analyse unimodale. Donc, ce que j'appelle une modalité ou un niveau, c'est un type de données, donc un type de molécule. Et pour chacun de ces niveaux, on génère beaucoup et de plus en plus de données. Donc, on se retrouve avec une grosse quantité de données multimodales. Et chacune de ces modalités peut être analysée statistiquement, indépendamment des autres modalités, pour identifier des molécules importantes, par exemple. Mais ces modalités ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il existe des relations entre toutes les molécules. Donc, en regardant individuellement ces modalités, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. Donc, mon hypothèse de recherche, c'est qu'en adoptant un regard holistique, donc en considérant l'ensemble des données omiques avec leurs relations, on aura une meilleure compréhension des systèmes biologiques. Donc, pour simplifier, on peut faire une analogie avec Google Maps qui nous donnerait des listes séparées pour les stations-service, les restaurants, les noms de rues. Et en fait, si on a ces trois listes pas reliées, c'est bien moins pratique que d'avoir une carte sur laquelle on verrait qu'une station-service donnée se trouve dans la même rue qu'un autre restaurant donné. Voilà. Donc en fait, avoir une vision d'ensemble, ça va permettre une meilleure compréhension de la réalité. Donc, sauf que la difficulté d'une telle approche, c'est l'hétérogénéité multiple des données omiques, biologiques. On a une première hétérogénéité qui est liée au type d'entité, en fait. On s'intéresse à des molécules différentes, donc des gènes, des protéines, des métabolites. Donc déjà, c'est pas la même chose. Ensuite, on a une hétérogénéité de nature des données. Donc toutes les méthodes d'acquisition ne retournent pas les mêmes types de données. On peut avoir du texte pour les séquences, du binaire, des données quantitatives ou même qualitatives pour les phénotypes. Donc ça va complexifier la connexion. Et pour finir, on a aussi une hétérogénéité technique euh, qui est liée aux différentes variabilités d'acquisition des données. Donc en fait, même si on est conscient des interrelations entre les entités biologiques et qu'il paraît logique de les considérer ensemble, en pratique, c'est loin d'être trivial et loin d'être facile. Donc ma stratégie pour intégrer ces données comme un tout,
ça a été d'utiliser un graphe pour conserver un maximum d'informations, avoir une vision globale des relations, mais aussi une vision complète et une méthode systémique. Donc on va prendre en compte toutes les connaissances existantes sur le système étudié. Donc en particulier en utilisant une sorte de graphe multicouche qui permet de représenter des types de données différents et des relations différentes. Donc c'est particulièrement bien adapté au métier omique. Et une manière de connecter les différents niveaux omiques, c'est de s'intéresser aux interactions, car elles font intervenir différents types de molécules, notamment aux voies métaboliques, donc qui sont des enchaînements d'interactions entre molécules. Et parmi ces molécules qui interagissent, on trouve des complexes moléculaires, qui sont des entités biologiques composées de plusieurs molécules, qui peuvent être des protéines ou des métabolites. Et pour représenter ces voies métaboliques, il existe différentes bases de données et aussi différents formats. Donc, pour développer mon approche, je me suis appuyée sur le web sémantique. Donc, en fait, dans les sciences de la vie, comme on a beaucoup de données générées et des données complexes, en fait, ça place le domaine de la biologie comme un domaine les plus représentés dans le web des données. C'est les nœuds rouges ici. Et en plus, c'est les nœuds les plus connectés. Et justement, un des formats pour représenter les voies métaboliques, c'est l'ontologie Biopax. Donc Biopax, ça permet de décrire des processus biologiques au niveau moléculaire et cellulaire. On y retrouve les bases de données majeures du domaine dans ce format. Donc là, on a un extrait du schéma, on a les classes principales euh, qui sont liées par un grand nombre de propriétés qui sont absentes de ce schéma-là. Et un aspect intéressant de Biopac, c'est la possibilité de faire des références croisées avec d'autres ontologies et d'autres bases de connaissances spécialisées. Donc avec les références cross-références et les entités références. Comme ça, on peut relier ce, la base de données qui est au format Biopax avec d'autres ontologies comme Reactome ou Kebi. Donc pour vous donner un exemple de Biopax, on va s'intéresser à cette réaction qui est assez simple. Et en Biopax, ça donne ce graphe. Donc on a le nœud rouge qui correspond à la réaction. Et si on suit les propriétés gauche et droite qui sont des sous-propriétés de participants, on a les participants à la réaction, les réactifs et les produits. Donc Biopax, c'est un format assez complexe, mais qui reflète la complexité de la réalité biologique. Donc l'objectif de cette thèse, c'était de mettre en place une méthode pour considérer ensemble les différents niveaux d'organisation du vivant à partir de données expérimentales et aussi issues des bases de connaissances publiques. Et cet objectif était guidé par la volonté de mieux connaître, de mieux comprendre les variations des sciences alimentaires. Donc cet objectif m'a amené à produire 3 contributions que je vais détailler et je vais finir rapidement avec leur application sur le cas d'étude. Donc ma première contribution, c'est d'avoir connecté différents niveaux ohmiques par la création de requêtes Sparkle sémantiquement riches. Donc pour connecter les différents niveaux ohmiques tout en adoptant une approche systémique, donc en prenant en compte toutes les connaissances disponibles du système, j'ai relié différentes ontologies et bases de données, donc à savoir Reactome, qui est une base de données sur les voies métaboliques en accès libre, qui est contrôlée, évaluée manuellement et donc de très bonne qualité et qui est disponible au format Biopax. Et le lien entre les différents niveaux ohmiques est possible car Reactome fournit des identifiants UniProt, par exemple, pour les protéines qui interviennent dans des interactions, ce qui permet d'aller interroger l'endpoint de UniProt pour aller chercher des informations sur les protéines si nécessaire, et y compris l'identifiant du gène correspondant à cette protéine pour connecter la couche des gènes. Et de la même manière, pour les petites molécules, on peut relier Reactome avec l'ontologie et base de données Kebi pour récupérer les métabolites liés aux réactions et récupérer aussi leur énantiomère
ou les sous-molécules dans l'ontologie. Donc pour faire ça, en fait, dans Reactome, on n'a pas les gènes, donc ils ne sont pas représentés, même si dans l'ontologie, il y a une classe gènes. Donc j'ai utilisé Uniprot pour relier les gènes et les protéines. Donc pour ça, on part des identifiants HGNC du gène. Donc si je reprends ANO2, donc qui est le nom du gène, mais la protéine s'appelle aussi ANO2 qui était dans la réaction de l'exemple. Euh, donc je fais une requête fédérée pour interroger Uniprot pour identifier quelle protéine ce gène code. Donc je tombe sur celle-ci, ça c'est l'identifiant Uniprot. Et simultanément, on va interroger Reactome pour identifier toutes les instances de cette protéine. Donc pour ça, il faut récupérer la protéine référence qui est liée à cet identifiant Uniprot pour pouvoir récupérer les instances de protéines. Et donc quand je fais ça, quand on compte sur la dernière version de Reactome, pour les protéines références, j'en ai 97% pour lesquelles je peux récupérer un identifiant Uniprot. Et donc, via ces protéines références, j'ai 87% de toutes les protéines de Reactome pour lesquelles je peux avoir un identifiant Uniprot. Donc, on a une couverture assez large, mais pas complète. Pour les petites molécules, on fait la même chose. Donc, à partir d'un identifiant Kebi, je vais aller voir quelle small molecule référence porte cet identifiant Kebi et je vais récupérer les petites molécules qui sont liées. Comme Kebi est sémantiquement très riche, on peut aussi, à partir d'un identifiant, aller récupérer les énantiomères, les descendants dans la hiérarchie de Kebi pour essayer de maximiser la couverture. Parce que, en fait, la couverture est beaucoup moins importante pour les petites molécules. Donc, on a une couverture moins importante dans Reactome. Et donc, voici le schéma d'intégration, pardon, entre Biopax de Reactome, Uniprot, Kebi et les noms des gènes, avec les différents couplages entre les différentes couches. Donc cette première contribution, dans celle-ci, on a proposé une méthode et son implémentation pour connecter les différents niveaux omiques en liant différentes ontologies. On est capable, avec des requêtes Sparkle fédérées, de retrouver les molécules qui nous intéressent pour savoir dans quelle interaction elles interviennent. Cette méthode met aussi en avant l'intérêt d'utiliser Biopax, enfin comment dire, un format riche comme ça pour relier de manière exhaustive les différents niveaux ohmiques, ce qui va permettre aussi de gérer la présence de données manquantes à chacun des niveaux. Et aussi, donc ça souligne l'importance euh, qu'en fait, il faut un effort systématique qui doit être fait de la part des biologistes pour identifier les molécules étudiées à l'aide d'identifiants uniques et universels, quitte à ce qu'ils soient relativement génériques, mais pour qu'on puisse les retrouver dans les graphes de référence. Donc après avoir intégré ces données, en voulant analyser le graphe résultant, on s'est aperçu de la présence de non-conformité aux spécifications de Biopax, notamment liées aux complexes moléculaires. Donc la deuxième contribution, c'est la détection de ces problèmes de conformité et la réparation. Donc dans les spécifications de Biopax, on trouve la règle suivante. Donc un complexe ne doit pas être composé d'autres complexes. Or, si on reprend la réaction de tout à l'heure, dans les produits, donc on avait cette réaction, et dans les produits, on avait un complexe composé d'un complexe composé d'une protéine. De deux protéines, si on suit les coefficients stoichiométriques. Donc, Donc, en plus d'être non conforme, en fait, ça va surtout poser un problème lorsqu'on va vouloir analyser le graphe de réaction. Car si on appuie nos analyses sur la spécification de Biopax, une molécule, elle est censée être à une distance de 1 ou 2 d'une interaction, d'une réaction, suivant si elle y participe directement ou indirectement par le biais d'un complexe. Donc ici, si on veut, la protéine 68, elle a une distance 3. Donc on pourrait passer à 3 de la réaction. Donc on pourrait passer à côté d'elle. Du coup, en fait, ces complexes, ils invalident.
ils allongent artificiellement les chemins entre les nœuds du graphe. Donc ça modifie la topologie du graphe. Donc je ne vais pas détailler la méthode d'identification, mais parce qu'il y a un cas particulier qu'il faut prendre en compte dans les requêtes Sparkle. Mais quand on applique cette méthode, on remarque que les complexes sont définis à tort récursivement. Qu'on a des complexes de complexes de complexes. Et dans Reactome, on trouve qu'il y a des complexes invalides qui sont imbriqués jusqu'à 10 niveaux. Enfin, il y a 10 niveaux d'imbrication de complexes. Et donc ces erreurs ne sont pas détectées par le validateur du fichier Biopax. Et pourtant, ça pose problème lorsqu'on veut étudier le graphe, parce que ça modifie sa topologie. Et en biologie des systèmes, on a beaucoup d'approches qui sont basées sur la topologie des graphes. Du coup, on va corriger. Là, c'est toujours l'identification. Donc ça, c'est la quantification dans Reactome. Donc c'est pas la dernière version, mais on avait une part non, enfin, une part énorme, environ 40% des complexes dans Reactome qui sont invalides. Donc c'est pas anecdotique, il y en a vraiment énormément, et pas que sur l'homme, dans tous les organismes présents dans Reactome. Et donc pour réparer les complexes, en fait un complexe invalide du coup il est représenté comme ça, mais topologiquement il devrait être représenté comme ici en vert. Donc en fait on va faire remonter les feuilles à la racine de manière récursive. Mais pour faire ça, on doit faire attention aux coefficients stoichiométriques pour ne pas altérer les informations contenues dans le graphe initial, notamment lorsqu'un élément se retrouve plusieurs fois dans les composants, donc comme le composant Z ici, qui apparaît à plusieurs niveaux du complexe X. Donc quand on va faire remonter, il faut qu'on ait le bon coefficient stoichiométrique. Et donc réparer les complexes invalides, ça augmente le nombre de composants directs des complexes. Donc ici, c'était le nombre, là on observe le nombre de composants directs d'un complexe. Ici avant réparation et ici après. Donc on corrige, on répare la topologie des complexes. Et de la même manière, ça a non seulement un impact sur la topologie des complexes, mais aussi sur tout le graphe, car ça permet de rapprocher les molécules des réactions. Donc ici, on observe le nombre de molécules à une distance 1 ou 2 des interactions, avant la réparation et après la réparation des complexes. Donc encore une fois, on augmente le nombre de molécules retrouvées à une distance de 1 ou 2. Donc ça a un impact fort sur la topologie du graphe. Et un effet de bord de cette réparation, c'est de révéler une redondance. En fait, avant correction, on pouvait avoir différentes configurations qui étaient invalides et qui, après correction, sont identiques. Voilà, donc ça a révélé des redondances. Donc dans cette contribution, on a des requêtes Sparkle pour détecter les complexes invalides via l'analyse de leurs propriétés et leurs relations de composition. Donc ça améliore la conformité de l'analyse du graphe en simplifiant et en réparant la topologie, donc ce qui va permettre d'appliquer des méthodes sur des données de meilleure qualité. Et au passage, ça dévoile des complexes redondants qui posent par contre des problèmes de composantes connexes. Donc ça, on ne s'est pas intéressé à gérer quel complexe on garde, comment on fait. Donc voilà. Et ces requêtes sont indépendantes de Reactome, donc reproductibles sur tout graphe au format Biopax. Et on a testé sur d'autres bases de données, et sur d'autres bases de données, c'est pareil. Il y a aussi des complexes invalides. Donc, une fois la topologie du graphe améliorée, réparée, le troisième aspect de ma thèse, ça a été de parcourir ce graphe pour identifier des connexions entre des molécules. Donc, par exemple, si on s'intéresse à ces deux gènes qui sont co-exprimés, on va chercher les chemins qui les relient, par exemple. Donc, jusqu'à présent, on travaillait sur un graphe RDF à l'aide de requêtes Sparkle. Donc, c'est approprié, enfin, parfaitement approprié pour faire de l'intégration de données et des raisonnements symboliques, mais un peu moins pour faire un parcours de complexe de graphes. Donc avec NeoSemantics, j'ai importé le graphe Biopax dans Neo4j. Donc ce que ça change, c'est principalement que les triplets qui ont des valeurs littérales sont transformés en propriétés de nœuds dans Neo4j. Et donc on a conçu un design pour parcourir ce graphe dans le but de comparer les relations entre des entités d'intérêt comparées à l'aléatoire, pour voir si l'organisation des modules
dans le graphe est significativement différente du hasard en se basant sur les plus courts chemins. Donc l'objectif c'est de voir si ces chemins passent par des interactions. Donc ici les rectangles rouges. Quelle interaction et quel métabolite participe aussi à ces interactions. Donc pour ça, on a développé des requêtes Cypher basées sur le schéma de Biopax pour faire ces analyses. Donc en utilisant les propriétés qui font du sens biologiquement, on n'a pas tout gardé. Donc ici, on tire profit des avantages respectifs des technologies du web sémantique et des bases de données orientées graphes en utilisant Cypher pour parcourir efficacement les propriétés de l'ontologie Biopax, ce qui va permettre de fournir des informations clés sur l'organisation des entités biologiques d'intérêt. Donc pour rappel, l'objectif, c'était de caractériser l'efficience alimentaire. Donc j'ai appliqué tout ça à ce phénotype. Donc j'avais différentes données expérimentales, des données transcriptomiques, des données de métabolomiques et des données phénotypiques sur les pores de lignées divergentes pour l'efficience alimentaire. Donc j'ai relié ces données par des méthodes statistiques, donc je ne vais pas vous détailler ça, mais globalement, à la fin, j'obtiens 8 modules de gènes co-exprimés. C'est des gènes qui varient de la même manière, et des profils métaboliques qui sont en lien avec l'efficience alimentaire. Donc, ce que j'observais ici, c'est des relations mathématiques. Et donc, pour mieux comprendre les processus biologiques, on va étudier les relations connues dans les bases de données entre les gènes et les métabolites identifiés statistiquement, en lien avec l'efficience alimentaire. Donc, par exemple, on peut s'intéresser au plus court chemin qui relie ces deux gènes co-exprimés. Et donc, en résultat, là, c'est le résultat sur un module de coexpression. Donc, je vais aller assez vite, mais ici, pour un des modules donc, de gènes, qu'on a comparé avec 500 modules aléatoires de taille équivalente, on a la distribution de la longueur des plus courts chemins, euh, et ici la densité de la longueur moyenne du plus court chemin. Et donc, on voit qu'elle est inférieure au module aléatoire pour notre module d'intérêt. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ces plus courts chemins traversent un plus grand nombre de réactions biochimiques pour notre module d'intérêt que dans l'aléatoire et rencontrent plus de petites molécules. Donc ça peut suggérer l'existence de corégulation au sein du module de gène et pas seulement de la coexpression. Ça, pareil, c'est la biologie, je peux passer. Euh, Ici, je ne vais pas détailler non plus, mais les résultats qu'on trouve, en fait, ils sont pertinents pour de futurs, enfin, ils sont pertinents et ils vont être utilisés pour de futures recommandations nutritionnelles afin d'obtenir une bonne synergie entre la production et la santé des animaux. Voilà. Donc, pour conclure sur tous ces travaux, les données biologiques présentent une hétérogénéité importante et multiforme qui peut être exploitée pour obtenir des informations complexes sur les systèmes biologiques. Mais pour y parvenir, euh, un effort collectif est nécessaire afin de répondre aux besoins de développer des outils d'intégration, utiliser un langage commun pour désigner les entités biologiques, pour permettre l'intégration et l'interopérabilité entre différents types de données et différentes sources de données et différentes expérimentations. Donc c'est le travail que j'ai mené durant ma thèse en développant une méthode systémique pour étudier les phénotypes complexes, qu'ils sont difficilement par le biais de méthodes classiques, donc notamment en faisant le pont entre transcriptome et métabolomique, enfin transcriptomique et métabolomique, qui sont des niveaux omiques en fait qui n'ont pas de lien direct entre eux. On n'a pas, les gènes ne donnent pas des métabolites, donc il faut trouver un moyen de faire le lien entre ces deux niveaux. Euh, voilà, donc ça permet ainsi de mieux analyser des phénomènes complexes comme les sciences alimentaires. Ça a aussi permis de démontrer que les technologies du web sémantique sont pertinentes pour relever le challenge de l'intégration multiomique.
Donc voilà, donc notamment ça me permet de proposer une méthode générique, indépendante des données, applicable à d'autres jeux de données et à d'autres questions scientifiques. Donc enfin, en perspective, on avait d'affiner le parcours de graphe en évitant les molécules qui interviennent dans la majorité des réactions, donc comme l'eau et l'ATP en fait, qui reviennent tout le temps et qui bruitent un peu les résultats. Donc ça, on l'a fait. Euh, Ensuite, on s'est concentré dans un premier temps sur les plus courts chemins. Mais en fait, biologiquement, le plus court chemin, enfin, les plus courts chemins, c'est pas toujours ceux qui sont le plus empruntés. C'est pas toujours le plus efficace, même si ça paraît très logique d'aller au plus court, mais c'est pas ce qui est le plus souvent fait. Donc en fait, ça vaudrait le coup de s'intéresser à d'autres métriques que de prendre systématiquement les plus courts chemins. Voilà. Ensuite, il faudrait améliorer l'identification des molécules d'intérêt. Donc on a vu que les métabolites sont plus difficilement identifiables. Donc, pour identifier si les chemins qu'on trouve dans le graphe passent par les métabolites ou les acides gras d'intérêt qu'on a identifiés dans les données expérimentales. Et en perspective plus ambitieuse, euh, en fait, ça serait assez intéressant d'enrichir le graphe avec d'autres niveaux ohmiques supplémentaires pour prendre en compte de nouvelles relations, incorporer davantage de connaissances en reliant d'autres ontologies, etc. Donc voilà. Donc ces deux points font une assez belle transition avec le projet Metabolink. Euh, Ensuite, rapidement, pour tout un tas d'arguments qui sont affichés ici, j'ai reçu un prix de thèse, donc le prix Sciences ouvertes de la thèse par le ministère de l'ESR. Donc je ne peux qu'encourager enfin, les doctorantes et doctorants à candidater. Si vous ancrez votre démarche enfin, dans la science ouverte, enfin, vous avez toutes vos chances d'être sélectionné. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.